dit. Bonjour à tous, bienvenue dans... Faites pas la conversation avant, hein, on va la faire en cours d'émission. Bienvenue dans Interaction. Cette émission, vous le voyez, est très vivante, puisqu'elle suscite beaucoup de questions. Est-ce qu'on achète, est-ce qu'on vend? On va en parler, bien sûr, ensemble. Toute cette émission en compagnie d'Agnès Delors. Bonjour Agnès. Bonjour Thomas. Et Paul Schforer. Bonjour Paul. Nos économistes et gérants, et puis notre analyste Hubert Tassin. Bonjour Bonjour. Hubert, bienvenue à tous les trois. On attaque tout de suite avec une rubrique consacrée à l'actualité. Et oui, c'est le charme de la bourse, hein, beaucoup d'interactions, beaucoup de questions, et vous pouvez également les poser via notre site web et le chat qui se trouve à côté du player sur decidertv.com. Alors tout de suite, la parole à Hubert Tassin. Cette semaine, on commence cette semaine, par les faits marquants. D'abord, pas de volume, hein, quand même. Londres fermé lundi, en Asie fermé lundi et mardi, mais un bout de mercredi, et à Paris, l'ascension. Donc pas beaucoup de volume, mais les marchés n'ont pas tenu la totalité du rattrapage qu'ils avaient effectué depuis un mois. Sur un mois, on gagne 1% par exemple à la Bourse de Paris, donc on n'a pas tout rendu, mais on a rendu 3% dans la semaine, ce qui est quand même beaucoup, avec un petit indicateur de méfiance des investisseurs. Les mauvaises nouvelles font baisser, alors que les semaines précédentes, les mauvaises nouvelles étaient ignorées et les bonnes nouvelles ne font pas monter. Oui, un petit coup de froid, météo boursière. Agnès, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Ce qui a marqué cette semaine, ça a été surtout le repli du Brent, ça a été la remontée de l'euro. Donc, je dirais, c'est toujours les mêmes choses, les deux grands thèmes, et surtout le risque du retour toujours de la déflation, ralentissement de la croissance économique, notamment aux États-Unis. Voilà, c'est toujours les mêmes thèmes. Retour macro, hein, quand même. Ouais, Paul, de votre clocher. Paul ne partage pas mon opinion. C'est retour des inquiétudes macro. Alors, peut-être qu'on a tort, mais il y a retour des inquiétudes Alors, Paul. macro. Oui, moi je pense que la donnée importante, c'est que finalement, on était très euphorique, et l'euphorie est en train de s'en aller. Mais est-ce que les sous-jacents profonds sont meilleurs? J'ai tendance à le penser, paradoxalement, puisque je vous ai amené un certain nombre d'éléments. D'une part, je pense que le pétrole s'est stabilisé. Alors on va les regarder, mais avant de rentrer dans le détail, je voudrais qu'on regarde en priorité les actions qui ont le plus réagi cette semaine sur l'indice CAC. Est-ce que vous pouvez nous les commenter, Hubert? On est dans le picking, on est vraiment dans le picking. Il y a des choses que les gens prennent et des choses que les gens ne prennent pas. Hein. L'air liquide, ce n'est pas la première semaine de suite que ça baisse. Hein. C'est une valeur qui n'était pas habituée à décevoir. Total, c'est un autre sujet, hein. C'est le sujet du pétrole, bien sûr, mais Sanofi, on sait que Sanofi, quand ça baisse plus que le marché. Ça, on n'y peut rien. Ils ont des petits problèmes aux États-unis. Mais ils ont tout le temps des problèmes, Sanofi, mais toutes les pharmaceutiques ont des problèmes. Mais ce qui est vrai, c'est que Bayer résiste mieux que Sanofi ou Ipsen, qui est des valeurs que j'aime bien. Et puis, on a des très bons états de Solvay, puisque c'est Solvay qu'on trouve en tête. Vous savez que c'est une chimie qu'on a eu longtemps. Ils ont des marges qui s'améliorent avec des chiffres d'affaires qui baissent à cause de l'effet de comparaison du pétrole. Donc on voit bien... la consommation qui résiste pas mal. Les gens trient, la consommation résiste pas mal. Pernod Ricard rattrape. Hein. Pernod Ricard avait été très sanctionné par rapport à Rémy Cointreau au moment de leurs publications respectives. Là c'est de l'ajustement. Et puis, on a souvent parlé cette question des immobilières. Hein. Donc on en avait parlé en disant que l'opération sur Darty montre que les surfaces commerciales valent très cher, et on retrouve Kléper et Unibail, c'est pas non plus une surprise, et on cherche du rendement, surtout quand ça chauffe un peu. Bon, voilà l'arrivée dans l'ordre de la course. Maintenant, on passe donc à la macro avec Paul, et donc vous nous disiez le pétrole. Oui, finalement, en fait, il y a deux inquiétudes qui reviennent de façon récurrente depuis presque un an, c'est le pétrole et c'est la Chine. Est-ce que la Chine va s'arrêter ? Et j'ai l'impression que finalement, dans la période qui vient de se passer, on a des éléments qui sont plutôt encourageants. Alors, c'est le pétrole, de toute façon, on est, et on le voit à travers ce graphe, dans une situation où lui est resté sur des niveaux importants. Alors là, c'est un pétrole qui est exprimé en euros, ce qui peut changer, mais c'est plus cohérent. Des points de repère. On est à combien en euros alors? En euros, on est autour 42. de 42, enfin 40 plutôt, et on s'est stabilisé à ces niveaux-là, tandis que le CAC, lui, recule, ce qu'il ne faisait pas avant.
il y avait plutôt une corrélation parfaite entre le CAC et le pétrole, ça n'est plus le cas. Et je vous ai donc amené un deuxième graphe parce que je pense que c'est important de le voir. On a plus une corrélation avec les matières premières on en parle en général. beaucoup depuis quelques émissions. Voilà, moi je crois que c'est vraiment l'élément structurant. Et pourquoi ce décalage en fait? Pourquoi est-ce que parce que le pétrole est tombé tellement bas que finalement ces mouvements n'ont plus grande importance pour l'indice? Je pense que la dimension géopolitique qu'il y avait dans le pétrole est essentielle et a un peu parasité la problématique qui est celle de savoir est-ce que les pays émergents ralentissent, est-ce que la Chine ralentit, est-ce que la consommation ralentit, est-ce que donc globalement l'économie va plus bas. On est plutôt avec quelque chose qui nous troublait au départ de savoir qu'un pétrole bas c'était plutôt bon pour l'économie. En fait, c'est les matières premières basses qui sont mauvaises pour un certain nombre de pays qui tirent la croissance demain. D'accord, donc c'est pour ça que cette corrélation est plus évidente avec les matières premières. Avec les matières premières. Donc c'est un raisonnement à plusieurs bandes, c'est indirectement parce que ça va profiter à nos futurs clients? C'est qu'en réalité, en fait, il y a un effet demande sur le prix de la matière première qui est beaucoup moins géopolitique, alors que dans le cadre du pétrole, je pense que l'aspect géopolitique joue beaucoup plus. Alors bon, c'est vrai, il y a un incendie considérable au Canada qui peut participer, mais je ne suis pas certain que ce soit celui qui explique vraiment tout ça. Hubert, moi je pense que c'est uniquement de l'ajustement. C'est que les producteurs sont en train d'ajuster aux consommateurs. La consommation est en baisse, les prix sont en baisse pour moi, ils se stabilisent, c'est vrai, mais on a surinvesti, donc on a des surcapacités de production, mais la production, elle, des matières premières, contrairement à celle du pétrole, se stabilise. Parce que ce qui est très frappant quand même sur le pétrole, c'est les très très bons résultats des compagnies pétrolières, avec une comparaison d'un pétrole qui a pratiquement perdu 50% en un an, mais sur la période du trimestre. Donc on voit que le pétrole, il va être arrosé. À ce niveau-là, le pétrole de schiste, même s'il brûle dans l'Alberta, mais c'est un cas extrêmement particulier. C'est pas vraiment du schiste, c'est du bitume. Ça brûle quand même. Mais, et puis, les inquiétudes chinoises, le problème des inquiétudes chinoises, c'est qu'aujourd'hui, on a des inquiétudes américaines. Il faut quand même dire les choses qui je crois surtout qu'en fait, l'aspect matière première a été d'un impact considérable parce qu'on a pensé que des entreprises entières qui étaient des mines allaient faire défaut. Et là, on se posait la question de savoir comment le système financier mondial supporterait de tels défauts et comment on ferait face à cette réalité. On n'est pas dans le schéma d'un défaut des pétrolières. Et je crois que c'est ça la vraie différence. Agnès, vous voulez départager ces deux messieurs? Non, moi comme dit Paul, c'est vrai qu'on a vu un point bas sur les matières premières et c'est vrai que le marché actuellement est drivé sur les matières premières, mais tout simplement, ça découle aussi notamment de remontée des taux, pas remontée des taux, donc de inflation, pas déflation, la remontée des matières premières, et on voit au niveau de la Chine, on voit une stabilisation de la croissance économique, donc on a vu les résultats d'Arcelor notamment, ou moins bons que prévu, ce qui était même plus en baisse, mais ils sont un discours rassurant notamment sur une croissance de la consommation du fer au-delà de 0,50 et on était sur une consommation stable à 0. Donc on a un œil optimiste vers les pays émergents. Moi je pense qu'on va mieux ça baisse mais ça se stabilise. Le problème c'est que est-ce que c'est stabilisé ou est-ce que c'est pas encore stabilisé? Et honnêtement personne n'en sait rien et le pétrole c'est un bon indicateur. Est-ce qu'on est en haut d'un range 35-45 ou au milieu d'un range 40-50? Alors là... C'est en fait là qu'il y a notre divergence, c'est que finalement j'aurais tendance à penser que les matières premières sont plus un indicateur plus pur que le pétrole qui lui peut être de temps en temps pollué. Par des considérations géopolitiques. On a compris le message. Non, ce qui est vrai sur l'acier, c'est qu'on n'a jamais fabriqué autant de voitures au monde. On va en parler d'automobile depuis l'historique. Donc, oui, il faut bien qu'il y ait de l'acier. Alors, dernier graphique, Paul, donc c'était ça, c'était l'illustration des pays émergents. C'est cette illustration du fait que finalement, ce qui a changé depuis le mois de février, c'est que le momentum des pays émergents... Alors, c'est quoi le momentum? Alors, c'est tout l'ensemble des publications, des chiffres, des sentiments. C'est un mix de tout ça, c'est nos indicateurs quantitatifs. Et ils reflètent finalement une dynamique que je trouve intéressante et qui montre que, autant en février, on pouvait avoir peur,
Autant là, on est plus dans un schéma plus serein, ce qui ne veut pas dire que la volatilité disparaît, parce que le Brexit est là et on va en parler de plus en plus, parce qu'il y a eu les élections hier, dont on n'a pas encore les résultats à Londres, mais il y a effectivement plus de sérénité. Mais, ce graphe-là, c'est la conclusion du graphe précédent. C'est parce que les matières premières ont remonté que on est en dérivée seconde, il faut le rappeler. C'est-à-dire que ça va beaucoup moins mal que ce qu'on craignait. Et ça va même un peu mieux que ce qu'on imaginait. Voilà, et c'est ça ce que je trouve très important finalement. Est-ce qu'on peut résumer le film en se disant, voilà, finalement, ce qu'on croyait être une bonne nouvelle pour nous autres occidentaux, c'est-à-dire la baisse des coûts des matières premières, pétrole compris, et devait être une bonne nouvelle, mais malgré tout, ça a suscité des inquiétudes parce que risque de défaut et puis ce problème de pouvoir d'achat des pays émergents, finalement, le fait que ça remonte, qu'ils retrouvent de l'oxygène, c'est indirectement... Ça remonte quand même modérément. Hein. Oui, la baisse reste comme une très bonne nouvelle pour les économies occidentales. Je crois qu'en fait, l'endroit où on le voit le mieux, c'est dans le débat qui anime les membres de la Fed aux États-Unis, quant à savoir s'ils remonteront ou pas les taux d'intérêt et surtout à quel rythme. Et finalement, c'est la prise de conscience par la Fed que la monnaie dollar, elle n'était pas que à piloter par rapport à l'économie américaine, qu'elle était à piloter par rapport à l'économie américaine et des pays émergents qui l'utilisent aujourd'hui. Bien sûr. Voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine pour la partie macro. On passe à la rubrique tableau de bord. Avec nos feux tricolores pour commencer, voilà, on va les découvrir, des mouvements plutôt vers le orange et le rouge. Hein. Oui, en fait, on le voit, c'est le stress de liquidité et le stress de refinancement qui sont repartis du vert vers le orange ou vers le rouge. C'est finalement toute la problématique de la liquidité, c'est ce qui peut générer de la fébrilité sur les marchés. C'est, ceci étant, quelque chose qui s'était juste amélioré et qui se redégrade. Et je pense qu'on le voit dans le graphe. Alors, si on dézoome l'historique. Voilà, si on regarde l'historique, on voit qu'on est quand même dans une situation qui est très largement différente de celle du début de l'année, où là, finalement, tout l'ensemble des indicateurs était mal orienté. Là, on est vraiment dans des schémas où on attend des confirmations d'une amélioration macroéconomique et microéconomique pour que effectivement les marchés puissent repartir. On zoome sur le stress de refinancement justement. Oui, le stress de refinancement, c'est finalement la mesure de cette liquidité dollar par la Fed à travers les prises en pension de rémérés. Et quand on a une baisse de l'indicateur, c'est jamais très bon. Ça peut être l'occasion de plus de volatilité. C'est-à-dire qu'on a les banques ont tendance à mettre leur argent auprès de la Fed et pas l'investir dans l'économie, c'est ça que ça veut dire. En partie. D'ailleurs, ça pose une fois de plus la question de la capacité des banques centrales, sans les États, diriger les économies, puisque même aux États-Unis, on voit que le crédit, l'activité de crédit recule. Donc, recule. Oui, en tout cas, n'augmente pas. Et par ailleurs, on a un dollar qui est très ferme. Voilà, on reste en mode 3. Hein. Oui, tout à fait. C'est la conclusion inévitable. On passe à la rubrique performance. Alors, une performance qu'on va découvrir ensemble et que Agnès va nous commenter. Alors, cette semaine, donc, on a résisté sur la baisse de la semaine, donc on a perdu 1,86. Et cette baisse, la baisse du marché a été surtout, on a été drivé par les valeurs bancaires, encore une fois, puisque dans le sillage, on voit bien dans les fortes baisses, et c'est là où nous, on résiste, parce qu'on a nettement moins de financières par rapport à notre indice de référence. Donc les bancaires, elles ont été entraînées dans le sillage de Commerzbank, qui a perdu pratiquement 10% cette semaine. Et notamment aussi, on se rend compte que le système bancaire allemand est aussi vulnérable, notamment que le système bancaire italien. On va voir peut-être même plus. Alors, on voit les secteurs là. Voilà. Donc, on a vu les déboires de la Deutsche Bank actuellement. Et si notamment, on regarde donc Interaction, là, les top 10 et top... voilà, c'est ça que vous commentez. Hein. Voilà, oui, donc je vais commencer par notamment les bancaires de l'indice CAC 40. Et puis, nous, on s'est défendu surtout, nous, par notre secteur, notamment des technos et surtout... Alten, Atos, et la consommation cyclique, puisqu'on est...
un peu moins investi que notre indice de référence. Ça correspond parfaitement à ce qu'on a dit la semaine dernière, qu'on n'a pas fait en totalité parce que ça prend un peu de temps. C'est nos convictions et les stars. Quand on a dit on revient sur les stars, on a Alten, on a Atos, c'est des stars. Personne ne peut dire autre chose. Et on les a renforcés. Quand on voit les hausses de la semaine, on n'a pas bien Nexans, c'est une star. C'est quoi une star? Parce que dans le cas, on pourrait se dire qu'il n'y a que des stars. Non, non, mais une star, une star a, de mon point de vue, finalement, une visibilité dans son projet d'entreprise qui est plus forte que les autres. Et force est de constater qu'à l'intérieur du CAC, toutes les entreprises n'ont pas une lisibilité identique. Oui, et puis c'est pas seulement du défensif. C'est un pari sur une entreprise, on ne rappellera jamais assez. On n'achète pas des actions, on achète des entreprises. Donc, exactement, notamment pour les stars. Veolia a été une très belle star, donc on l'a cédé cette semaine, donc après à son détachement du dividende. Bon. Voilà. Veolia, c'est un cas très particulier, on va en reparler. Mais Veolia, c'était une conviction de gestion. Ce n'est pas une conviction de projet, de croissance, etc. Et de restructuration, de gestion. Et ils ont été au rendez-vous de la gestion. Maintenant, Alten, Atos ou d'autres sont des projets de croissance. Et la croissance dans les services informatiques, elle est extraordinaire. Bon, allez, Danse avec les stars, ça continue tout de suite. On va passer à la rubrique gestion. On commence par le traditionnel historique des arbitrages pour récapituler un peu les derniers mouvements. Alors, comme on disait la semaine dernière, on allait se renforcer sur Nexity notamment et sur Technip puisqu'on avait un faible poids et puis on a soldé Veolia donc après son détachement de dividendes. Pardon. Et du coup, notamment Veolia est pénalisé depuis par des résultats trimestriels qui ont été inférieurs aux attentes. Voilà, donc du coup, ce qu'on a fait récemment. Pardon. Alors, Hubert, cette semaine, dans l'actualité. Alors, cette semaine, dans l'actualité, Agnès en a un peu parlé, les banques. Les banques, Société Générale ou BNP, publient des résultats qui sont bons par rapport notamment aux banques allemandes ou aux banques italiennes, mais qui sont bons en négatif, si j'ose dire, parce qu'ils sont bons, parce que le coût du risque est moins fort, qu'on reprend des provisions, mais effectivement, on est sur cette mutation du métier dont on a parlé souvent, la banque de financement et d'investissement, comme ils appellent leurs activités, va moins bien. Donc, à la fois, c'est bien, là, c'est effectivement, surtout dans un secteur européen, mais c'est difficile de se faufiler pour essayer de faire des affaires. Bon, dans les plus fortes baisses de la semaine, on a Natixis, qui a été aussi un des rattrapages. Mais, donc des banques bonnes malgré elles, en fait, quelque part. C'est l'impression que j'ai. Mais c'est surtout, on se rend compte, les résultats le confirment, c'est qu'elles s'en sortent grâce à sa banque de détail. Oui. Donc sur le reste, elles ne s'en sortent pas du tout. Et puis elles ont été fortement pénalisées avec la volatilité et la chute du marché. C'est la banque de détail voilà. et le coût du risque. Oui. C'est quoi? Ça veut dire qu'ils savent bien gérer le risque, ils ne prêtent peut-être pas assez, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour le financement. Oui, et puis on a vu une remontée des crédits. Pour continuer à garder l'attelage banque de détail, banque d'investissement ensemble, parce que quand l'un va mal, l'autre les Français savent faire, les Américains ne savent pas très bien faire, les Anglais, je dirais pas du tout. C'est vraiment le modèle de des trois grandes banques, et même du 4, c'est un modèle très très spécial et qui marche, mais qui marche en France. Avec le Crédit Agricole qui quand même reste restructuré. Il y a un retour de confiance des entreprises également, sur les investissements. Et malgré tout, on ne touche pas aux banques dans l'interaction. On en a un peu. On les a au travers d'un Lixor Bank, donc qui réagit à la baisse, qui est plus défensif, notamment sur la baisse. Donc du coup, ça. C'est tout pas en direct. Donc les assurances, AXA. Donc Allianz, c'est assez spectaculaire presque. Allianz publie un très bon résultat net, mais un résultat opérationnel qui déçoit. AXA, c'est... Allianz, il ne faut pas oublier qu'elle a détaché son dividende hier, donc c'est un dividende de 7,30 €, donc elle n'a pas réellement perdu 6%. Non, elle n'a pas perdu. Voilà, donc c'est... Non, mais c'est bon. Et AXA, la même chose, on souffre dans la gestion de fortune. Oui, exactement, voilà, c'est avec des taux... de l'assurance vie qui va continuer à décroître. Donc, et avec un problème de business model, on en a parlé abondamment. On en a parlé abondamment. C'est un problème business model pour tout le monde.
Et AXA avait fait une mutation. Heureusement qu'ils ont l'assurance dommage aujourd'hui. c'est ça qui a bien augmenté. Et qui marche bien. Bon, c'est la moralité de la banque et de l'assurance. Il faut marcher sur plusieurs jambes. Alors autrement, Air France, alors les pilotes, évidemment, les vacances arrivent. Donc c'est normal que les pilotes menacent de se mettre en grève, l'euro, les vacances. Ils changent de patron aussi. Hein. Et changeant de patron, oui, il faut se connaître. Oui, mais c'est surtout, il a commencé très fort. À peine arrivé, il annonce que le T2 va être difficile. Alors, bien sûr, donc son introduction, donc en reprenant les rênes d'Air France. On a compris pourquoi Alexandre de Juniac est parti. Vous avez compris le pourquoi du comment, de façon aussi abrupte et surprenante. C'est dommage parce que je trouvais que c'était quelqu'un qui était assez formidable, qui a bien... Et je pense qu'à force, il n'arrivait plus à faire passer ses... Il a jeté l'éponge, en fait, il en avait marre. Oui, je pense, parce que le poids des syndicats d'Air France est... Le syndicat de pilotes, surtout. Il a fait bouffer les réductions de coûts à tous les employés, sauf les pilotes. C'est ça qui est... Alors, il a réussi à redresser cette société, quand même. Elle vient de loin. Hein. Si on regarde notre portefeuille, on voit à la troisième ligne, en partant du bas, qu'on a de l'Air France KLM. Justement, c'est bien pour ça. Et on est à 2%. On l'a renforcé sur la baisse, notamment quand elle a commencé à baisser. Et donc, elle se comporte mal. Et donc, vous nous dites qu'avec les vacances, ça ne va pas s'arranger. Non, je dis que c'est normal que ça vienne dans l'actualité. Qu'est-ce qu'on fait? Air France, non, moi je pense que... On s'accroche à notre siège. On s'accroche parce que quand on voit les résultats du premier trimestre, quand même, les résultats Air France, les résultats ont été... C'est une société qui s'est bien redressée. Donc voilà, les perspectives de 2016 ont été confirmées. C'est-à-dire qu'on sort avec un cash flow quand même positif. Donc, avec un nouveau manager qui a assez bonne réputation pour redresser les entreprises. Très bonne réputation après. Il ne faut pas que le pétrole monte trop vite, là, en l'occurrence. C'est ça qu'il faut. C'est une entreprise énergivore. Et voilà. Donc, il me semble me souvenir que l'une des raisons pour lesquelles elle était rentrée, c'est que justement, il commençait à profiter de la baisse, alors que précédemment, il n'en avait pas profité. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore à venir. Reste le problème du hub de Roissy et de l'image de marque, puisque dès qu'il y a 3 types qui cassent une vitrine à la place de la République, c'est sur toutes les chaînes américaines. Et on a l'impression qu'on est en guerre civile chez nous. Et ça, on n'y peut pas grand-chose. Donc, moralité, on ne touche à rien sur la France. Non. On garde nos 2%. Alors, Arcelor, on avait eu une question il y a une ou deux émissions. On avait dit que ça pouvait être intéressant, mais que ça restait justement pour les gens qui mettaient leur ceinture. Ça confirme, Agnès. Oui. Donc, du coup, Arcelor a notamment baissé cette semaine, notamment sur les résultats de son T1. Donc, du coup, en baisse d'un tiers d'environ, mais supérieur au consensus. Donc, on se rend compte que la publication démontre bien que les conditions sont extrêmement difficiles, ont été extrêmement difficiles au second semestre 2015. Donc, le marché demeure fragile, mais il confirme donc ça. Et on n'a pas d'Arcelor dans le portefeuille. Ça bouffe du cash. Ça donne pas envie. Le problème d'Arcelor, c'est que ça bouffe. C'est ça la moralité. C'est pas tout à fait nouveau que les urologistes soient assez capitalistiques. C'est pas non plus une découverte, mais ça bouffe quand même beaucoup de cash. Donc c'est encore trop volatile pour qu'on C'est un titre beaucoup trop volatile. Elle a pris aussi 60% depuis le début de l'année. Elle a fortement monté. Donc voilà. On ne touche pas à Arcelor. Alors, dans l'actualité toujours. Alors Nexans, on en a souvent parlé, mais maintenant c'est parti. C'est parti vite, mais c'était très décoté. C'était très décoté. Il ne faut pas oublier que la semaine dernière, elle valait 38 €. Elle en vaut 42, 43. Oui. Goldman Sachs a relevé son objectif avec une étude très favorable sur le titre. Mais il ne faut pas oublier que son chiffre, quand même, ce sont des ventes stables. Il n'y a rien d'extraordinaire non plus il y a un nouveau management et on commence à croire au nouveau management. Il y avait un délit de sale gueule qui, petit à petit, s'en va. Re-rating, comme on dit. Ils annoncent un plan de réduction de coûts. Ils annoncent aussi des cessions d'actifs. Donc, ils vont modifier leur portefeuille, notamment de produits. C'est surtout ça. On n'en a pas en portefeuille du Nexans. Non, là, honnêtement, je veux dire, on l'a un peu loupé. On l'a un peu loupé. On en a parlé, on l'a jamais fait. Mais on a des Siemens, on a de l'Alstom. C'est pas un secteur dont on est absent. C'est la règle du jeu. On ne peut pas tout faire bien tout le temps. Voilà. Sinon, on serait au bord de notre piscine à siroter des pina coladas. Thales, résultat. Bonne publication. Voilà. Bonne publication. Mais Thales aussi, c'est une des plus belles performances dans notre fonds. Je pense que dans notre choix de gestion, peut-être on aura tendance à continuer à l'alléger un peu. Donc, elle fait partie des choix où peut-être on l'allègera. Voilà. Mais c'est-à-dire
En fonction de quoi, quand? Du cours. Non, parce que si on a d'autres idées fortes Donc pour l'instant, on la garde. On la garde, pardon, mais elle a, je dirais, ses résultats, ça a été une bonne publication, et d'ailleurs, sur ses résultats, elle n'a rien fait d'extraordinaire, hein, donc je dirais... Elle confirme. Elle a confirmé. Donc, on en a 2% un peu plus. Hein. Thales a fortement monté, notamment grâce à la hausse de son carnet de commandes. Et sur ses résultats, on a vu que son carnet de commandes avait un peu augmenté. Le problème de Thales, c'est les fameux contrats d'aviation d'assaut. Ils sont dedans, ils ne sont pas dedans, on vend pas, on va être payé, on va pas être payé. C'est des contrats que le président de la République aime bien annoncer, mais on ne sait jamais très bien qui ça profite. Oui, c'est un titre, on gagne plus de 80% dessus. Oui, donc on le garde en réserve, si on a une meilleure idée, on pourra aller piocher. Dans le cycle, Saint-Gobain a réussi, quoi. Wendel a réussi à passer 5% de Saint-Gobain. Oui. C'est pas mal. Avec une petite décote. Avec une petite décote, mais pas monstrueuse. Donc, c'est qu'il y a des gens qui sont intéressés à ce cycle de construction aux États-Unis, en Allemagne et en France, quoi, en Europe et en Allemagne. Donc, ça c'est quand même bon signe. Oui, aux États-Unis, comme on a vu, Legrand, il y a eu la publication de son chiffre d'affaires supérieur aux attentes. Et on n'a pas de Saint-Gobain, nous. Non, on en a eu. On en a eu. Mais on n'en a pas actuellement. Non, on en a eu, on l'a vendu. On achète aussi On a eu du Legrand, on n'en a plus, mais donc ce secteur lié à la construction, c'est pas un secteur facile. Hein. Alors on a eu une Nexity qui est carrément liée de manière directe. Bon, donc non, on touche pas. Non, on a surtout un gros point en Vinci, donc je préfère rester sur du... Et comme vous dites... Est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres envies? D'autres idées, d'autres envies, non. Quels arbitrages cette semaine? Les arbitrages, on avait dit que peut-être aussi un autre titre qui a une partie armement, c'est Rheinmetall qui a fortement monté. Donc, on va voir, donc c'est une société allemande que l'on a. Donc elle fait quand même une hausse depuis le début de l'année, je crois, elle monte on l'a pas là, mais depuis le début de l'année, elle monte de 10-12%. Donc elle s'est pas mal défendue et peut-être ça serait une idée, après le détachement du dividende, peut-être de la sortir ou de s'alléger. D'accord, voilà. Donc Rheinmetall sur la liste. Je voyais qu'on a Wirecard. On s'est renforcé récemment suite à sa forte descente. Elle a bien remonté, donc c'est un dossier... On rappelle ce qu'elle fait? C'est le paiement en ligne, les cartes à puce notamment très exposées sur les pays émergents. Donc voilà, et du coup, elle avait été fortement dégradée, notamment par un cabinet. C'est-à-dire que oui, il y a beaucoup de comparaisons, il y a beaucoup de benchmarks qui se font. Ingenico doit être dans les plus fortes hausses de la semaine dernière, Worldline est dans les plus fortes hausses cette semaine. C'est un secteur où personne n'y comprend. Les investisseurs n'y comprennent pas grand-chose, donc se laissent traîner par des publications quand même. Donc voilà. Mais du coup, non, on l'aime bien. Je pense que je pense que le paiement en ligne et surtout dans les pays émergents est très peu développé. Donc c'est un beau potentiel. Bon. Donc on a vu Rheinmetall sur la liste, peut-être Thales, donc ce côté un peu armement, la liste des sorties. Et ça serait une occasion aussi pour se renforcer, je pense, de remonter un peu plus dans Technip. Je pense qu'on n'en a pas assez, on n'en a que un et quelques. Cette semaine, on a vu aussi, LVMH nous a un peu pénalisé. On a vu sur les marchés un arbitrage entre LVMH et L'Oréal. Donc voilà, ça a été un peu, je dirais, un peu la déconvenue. Mais comme on avait les deux, donc c'était pas non plus... On n'a plus de L'Oréal. On n'a plus de L'Oréal, pardon. Ah pardon, je crois qu'on avait plus de L'Oréal. Donc voilà, mais ça vous tente pour ressortir un peu allégé LVMH? Oh non, non, mais c'était juste pour définir le pourquoi et le comment de la baisse de cette semaine. Et puis c'est vrai que donc Technip, ce qui vous démange cette semaine. Technip. Moi, je reviens sur ma proposition de compléter la ligne d'Alstom. Il n'y a que des bonnes nouvelles sur Alstom. Le marché ne les joue pas, mais on avait vendu 25%, grosso modo, de la ligne. Ouais. Elle bouge pas quand le marché baisse non plus. Donc, c'est pas un drame. Parce qu'après, le danger, on a du Siemens, on a de l'Alstom, et je pense qu'il faut avoir plus d'Alstom que de Siemens. Après, le danger, c'est d'arriver trop tard comme Nexans, non? De rater le bal. Oui, c'est pas tout à fait la même histoire. Mais c'est pas la même histoire, mais c'est aussi la même histoire. C'est en ce sens qu'Alstom, les gens essaye de comprendre ce que c'est que ce nouvel Alstom, parce qu'on peut toujours faire des raisonnements pro forma, mais l'Alstom,
ramener, au transport, Ouais. ramener au train, c'est un Alstom qu'on ne connaît pas comme société cotée. Bon, c'est Je pense Agnès, la qu'Alstom, gérante, qui a voilà. le Mais je final pense cut. Hein. qu'Alstom, surtout, pour l'instant, elle n'est pas aimée par les investisseurs étrangers. Parce qu'ils n'y voient pas clair. Exactement. Alors, Il y a avoir Il y a 3%... un moment où Oui, mais et en il n'y a avoir pas de mauvaise 3% nouvelle à sur avoir. dans un fonds, quand des investisseurs étrangers ne la ramassent pas, Comment est-ce c'est qu'on pas a la du peine. Sanofi? Comment est-ce qu'on a du Sanofi qui est détesté par la totalité Non, du ça- monde? Non, Sanofi, alors ça, je vous rejoins, on l'a très bien vendu. 70 €, comme je vous dis, je pense que pour l'instant, c'est un... Et si elle descendait en dessous de 70 €, peut-être faudrait Ouais, la moi, je pense renforcer. qu'il vaut mieux, comme je l'ai déjà dit, avoir du Ipsen ou du Bayer. Donc, Du Bayer ou du Ipsen. ça, Bon, c'est la polémique c'est avec piqué. Pfizer, Oui, donc voilà. on ne connaît pas. Vous le voyez, hein, la bourse, c'est la vie. Bah oui, c'est c'est un nouveau. débat permanent entre les acheteurs et les vendeurs. On a bien compris, on garde Technip en ligne de mire, en tout À cas à court renforcer, terme. oui. Oui, on pense que Ah Pour ouais. Interaction, c'est un des enseignements de cette émission c'est cette un peu la semaine. conclusion des graphiques de Paul Voilà. du On aurait début de pu- l'émission. Voilà, on aurait pu commencer par s'arrêter à cette partie. Merci à tous les trois, merci à vous de nous suivre. Et n'hésitez pas, je vous le répète, chaque semaine, vendredi, 12h30, à nous poser toutes vos questions en direct sur decidertv.com. Bonne semaine à tous. Merci. Merci.